Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne du professeur Lahossine Haji. Donc dans cette chaîne dédiée aux enseignements de la physique, et je traite essentiellement des problèmes, je présente essentiellement des compléments de cours, des cours détaillés, des séries de TD, des QCM pour les élèves du terminal, mais aussi pour tous les étudiants qui suivent des cycles prépa, des écoles d'ingénieurs, des FST ou qui suivent en général une formation scientifique de PC MIP. Bon, dans cette vidéo, je vais continuer la série que j'ai démarrée sur l'électrostatique et dans cette partie, je vais traiter le théorème de Gauss pour tout ce qui est symétrie cylindrique. Donc, dans la première partie, j'ai traité tout ce qui est symétrie plan. Donc, quel est l'objet de cette vidéo? Donc, on va traiter tout ce qui est cylindre, chargé en surface, en volume, densité uniforme, densité non uniforme, fil infini, un ruban. Donc, on va parler du potentiel, on va parler également des relations de continuité et on va essayer de tracer l'allure du potentiel et du champ électrique pour différents systèmes. Également, je vais traiter un autre problème qui est le calcul du champ électrique par ce qu'on appelle le théorème de superposition. Donc, comme d'habitude, bien sûr, la série elle est téléchargeable dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés et partagez-la avec vos amis. Bien. Donc, dans la partie 2.3, qui est en fait la série numéro 4 des étudiants qui suivent avec moi le module d'électrostatique, donc on va traiter tout ce qui est symétrie cylindrique. Donc, je vais traiter dans la première partie l'exercice 3, 4 et 7. D'accord? Donc, c'est un cylindre infini chargé avec une densité surfacique uniforme, ensuite une densité volumique uniforme en appliquant le théorème de Gauss. Ensuite, là où vous avez 3 étoiles, c'est une question un peu difficile. Retrouvez l'expression du champ électrique créé par un cylindre chargé en volume, cette fois-ci en utilisant les résultats d'un cylindre chargé en surface. L'exercice suivant, je vais traiter le cas de 2 cylindres, mais la partie chargée, c'est la partie comprise entre le cylindre intérieur de rayon A et le cylindre extérieur de rayon B, c'est-à-dire cette partie qui est chargée. Dans l'exercice 3, on va déterminer le champ créé par un fil chargé avec une densité uniforme. Ensuite, voilà une question encore qui nécessite un peu de réflexion. On va considérer un ruban cette fois-ci, chargé avec une densité surfacique comprise entre x égale à moins d sur 2 et d sur 2. Et on va déterminer le champ créé par ce ruban en un point M quelconque de l'axe OZ. Et on va examiner les cas limites. Donc voilà le ruban en question. L'objectif c'est de trouver le champ électrique en ce point. Et bien sûr dans tous les exercices, il s'agit du calcul du champ et du potentiel aussi. Et dans le dernier exercice, on va aborder un cas de densité non uniforme et on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une densité uniforme. Le seul changement qu'il y a, on va l'aborder. Et bien sûr, toujours calcul du champ et du potentiel. Et on va étudier les relations de continuité dans chaque cas. Bien. Donc, je commence par le cylindre chargé en surface. Et je vais traiter le problème de symétrie et des invariances qui est commun à tous les exercices. Donc, je vais les traiter une seule fois. Et vous allez voir le calcul de flux. Il suffit de le faire une seule fois pour tous ces 5 exercices. Donc, c'est exactement le même, du moins pour tout ce qui est symétrie cylindrique. Donc, un cylindre. Donc, je vais parler d'abord des symétries des invariances dans le transparent suivant. Donc, voilà, soit un cylindre chargé d'axe Z', Z, de rayon R, de longueur infinie, uniformément chargé. Peu importe, surfacique, volumique ou fil. Ce que je vais traiter dans ce transparent, il est valable pour les 3 cas. Et on va commencer par la symétrie. Donc la symétrie, voilà mon cylindre qui peut être chargé en surface, en volume ou tout simplement un fil en verre. Donc l'axe du cylindre, c'est l'axe OZ. Si vous prenez un point M quelconque dans l'espace repéré par le coordonnées cartésien R,
θ et Z. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par ce point M? Donc, comme je disais toujours, les plans de symétrie, il faut toujours les indiquer par M plus 2 vecteurs unitaires. Autre chose, c'est pas la peine de chercher des plans d'antisymétrie dans ce cas-là, parce qu'on va traiter pour le moment des cylindres chargés de manière uniforme. Ça veut dire partout positif ou bien partout négatif. Donc, il faut essayer de trouver deux plans de symétrie qui passent par le point M. Voilà le premier. Tout plan qui passe par le point M et qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie. C'est quoi ce plan? En coordonnées cylindriques. C'est le point M, et il est défini par quel vecteur unitaire? Ce vecteur-là, qui est ER, et ce vecteur-là, qui est EZ. Donc M, ER, EZ est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Vous voyez bien qu'il coupe le cylindre en deux parties symétriques. Cette partie-là, donc ce plan-là, il coupe le cylindre en deux. Une partie, et voilà, sans symétrique. Vous avez un deuxième plan. C'est le plan qui est perpendiculaire à ce plan-là et qui passe par le point M. Et ce plan-là, c'est quoi? C'est le plan ER, ER et Eθ. Donc, c'est le plan qui est perpendiculaire à celui-là et qui passe par le point M. Et ce plan, c'est le plan ER, Eθ. Donc, c'est aussi un plan de symétrie. Maintenant, il y a des étudiants qui me disent, monsieur, et pourquoi pas le plan M, Eθ, EZ? Est-ce que le plan M, Eθ, EZ est un plan de symétrie? Bon, d'abord celui-là, pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que tout simplement, du moment que le cylindre est infini, cette partie-là, elle est symétrique de l'autre. En chaque point ici, il existe un point symétrique de l'autre côté qui contient la même charge et le même signe. Maintenant, ce plan-là, pourquoi c'est pas un plan de symétrie? Il faut d'abord le représenter. Quel est le plan M, Eθ, EZ? C'est ce plan-là. Le plan M, Eθ, EZ. Vous voyez bien que si je prends un point ici, sans symétrique par rapport à ce plan, c'est un point ici. Ici, c'est chargé. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, il n'existe pas une symétrie par rapport à ce plan pour le cylindre chargé. Donc, M, Eθ, EZ, c'est ce plan. Ah, d'accord? Si le point M, il est là, parce que M, c'est un point quelconque, voilà Eθ et voilà EZ. Donc ce plan, c'est celui-là. Et vous voyez bien l'image d'un cylindre, c'est un autre cylindre ici. Or ici vous avez des charges, ici il n'y a rien. Donc celui-là n'est pas un plan de symétrie. Donc il n'y en a que deux. Et deux suffisent pour déterminer la direction de E. Quel est le vecteur commun à ces deux plans? C'est le vecteur ER. Donc, par symétrie, le champ pour les symétries cylindriques, que ce soit cylindre chargé en volume, en surface, au fil infini, c'est exactement le même raisonnement. Donc le champ est les suivants ER. Rappelez-vous, la symétrie ne nous donne aucune information sur les variables dont dépend le champ. Ceci est réservé au problème d'invariance. Donc quel type d'invariance on a dans ce cas-là? Pour un cylindre infini, vous avez deux invariances. Vous avez invariance par translation, donc si le point M se déplace suivant l'axe OZ, il va observer toujours un cylindre infini, à la même distance. Donc vous avez invariance par translation. Donc le champ ne dépendra pas de Z, parce que c'est la variable que je change quand je fais une translation suivant l'axe Z. Vous avez une deuxième invariance, une rotation autour de l'axe Z. Si le point M il est là, si elle fait un tour, une variation d'angle θ quelconque, le point qui est là ou qui est là, observe toujours le même cylindre avec la même symétrie, à la même distance. Donc le champ ne dépend pas de θ non plus. Qu'est-ce qu'il me reste? R. Est-ce qu'il y a invariance par rapport à R? Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes à cette distance, c'est plus la même symétrie que si vous êtes à cette distance. Non plus à cette distance. Là, vous êtes très proche, là, vous êtes très loin, là, vous êtes carrément à l'intérieur. Donc, vous observez à chaque fois un cylindre différent. Donc, le champ dépend uniquement de R et les suivants ER. Donc, faites très attention. La distance R en coordonnées cylindriques pour un point M quelconque, c'est la distance entre le point M et sa projection sur l'axe Z. Ça n'a rien à voir avec la distance OM. Hein?
R, c'est la distance entre M et sa projection sur l'axe OZ. Donc voilà ce qu'on appelle symétrie et invariance pour tout ce qui est symétrie cylindrique. Donc tous les exercices qui vont suivre, je vais dire tout de suite invariance pour plus symétrie, le champ il est suivant ER et ne dépend que de R. Bien, la même chose le flux, que ce soit cylindre chargé en surface, en volume, au fil infini, le flux, le calcul de flux, il est exactement le même. Parce que vous allez voir, c'est indépendant de... Le flux ne dépend que de la symétrie et des invariances. Puisque j'ai un champ suivant ER dans les trois cas, il ne dépend que de R, donc le calcul de flux va être exactement le même. Quelle est la surface de Gauss qu'il faut choisir? Bien sûr, vous avez une symétrie cylindrique, c'est même pas la peine de réfléchir n fois. Il faut toujours prendre un cylindre de rayon R. Toujours un cylindre de rayon petit r, jamais ne prendre la surface de Gauss confondue avec la surface chargée. Beaucoup d'étudiants prennent un cylindre de rayon grand R. Non, ici vous avez des problèmes de continuité. Donc, toujours prendre un cylindre de rayon petit r, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Petit r quelconque. Deuxième étape, représenter le vecteur d de s sur chaque surface. Donc voilà, j'ai un cylindre, ce qui est en pointillé. Le vecteur d de s, c'est toujours un vecteur qui est perpendiculaire à la surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, pour la surface base supérieure, c'est un vecteur qui va être suivant EZ. Pour la surface latérale, c'est un vecteur qui va être suivant ER. Et pour la base inférieure, c'est un vecteur qui est suivant moins EZ, parce que de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, représenter le vecteur E à côté de chaque surface. Le vecteur E, il est toujours suivant ER, dans les trois cas. Bien. Voilà D de S pour les trois surfaces. N'oubliez pas ici, on va travailler en algébrique. E de R, on ne connaît pas le sens. Il est suivant ER. Bon, je l'ai représenté comme ça, mais je peux très bien le représenter par un vecteur dans le sens inverse. Ah, l'essentiel, c'est un vecteur qui est suivant ER. C'est le calcul qui va me dire est-ce qu'il va être suivant plus ER ou bien moins ER. Là, on va travailler en mesure algébrique. Donc, le calcul va nous donner, il ne faut pas se poser la question est-ce qu'il est suivant plus ou moins, c'est le calcul qui va vous donner le résultat. Bien. Maintenant, on va calculer le flux à travers cette surface. Toujours pour un cylindre, il faut partager le flux entre surface latérale, base supérieure et base inférieure. Et vous voyez ici que c'est l'inverse du plan. La surface utile dans ce cas-là, ce sera la surface latérale. Alors que pour un plan infini, c'était la surface des bases. Bien sûr, le flux à travers la base supérieure, il est nul, parce que E est perpendiculaire à D de S. Pour la base inférieure, il est nul, parce que E est perpendiculaire à D de S. Donc, il va vous rester juste le flux à travers la surface latérale. Je remplace le vecteur E par sa valeur, E de R suivant ER, le vecteur D de S, ER scalaire ER égale à 1, et je dois calculer cette quantité-là. Et c'est à partir de là que les invariances vont jouer un rôle très important. Souvent, vous passez cette étape rapidement. Votre remarque, ne jamais répondre à une question en calculant la surface de Gauss sans faire de schéma, pour montrer sur quel schéma vous travaillez, pourquoi le flux à travers les bases est nul, pourquoi le flux à travers la surface latérale est non nul. Bien. C'est quoi un élément de surface latérale? Un élément de surface latérale qui change, c'est D de Z et RD de θ. Donc vous avez un élément de surface latérale, c'est D de Z fois RD de θ. Ce qui est constant, c'est R. Et ça, c'est très très important. On calcule le flux sur la surface latérale, sur cette surface latérale par exemple. Et sur cette surface, le rayon, pour tous les points de la surface latérale d'un cylindre, sont situés à la même distance de l'axe Z. Or, les invariances nous disent que le champ ne dépend que de R. Et puisque R, c'est une constante sur cette surface où je fais l'intégration, donc je peux sortir E de R multiplié par R. Ça, c'est très important. Ça, je peux le faire parce que les invariances m'ont dit que le champ ne dépend que de R. Premièrement, et deuxièmement, j'intègre sur une surface où tous les points sont situés à la même distance R de l'axe. Donc R est constant, le champ, je peux sortir R est constant, donc E de R est constant. Donc le flux se réduit à cette quantité très facile à calculer
il me reste juste l'intégration sur θ et z qui est de pi fois z. Et donc voilà le flux. Donc je répète, cette partie-là, elle est valable que ce soit pour un fil infini, cylindre chargé en surface ou bien cylindre chargé en volume. Donc le flux, c'est toujours E de R fois 2 pi h. D'accord? Qu'est-ce qui change? C'est juste la charge intérieure à la surface de Gauss. Donc là aussi, pour ne pas faire d'erreur, toujours représenter les charges intérieures par une couleur. Et là, je vais commencer par traiter maintenant un cylindre chargé en surface. Donc j'ai mon cylindre qui est celui-là, de rayon grand R, et il est chargé uniquement en surface. Donc le flux, c'est déjà calculé. Donc quelle est la charge intérieure à ce cylindre? Donc là, il faut distinguer les deux cas. Premier cas, si le rayon de la surface de Gauss, voilà mon rayon petit r, est inférieur à grand R, est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur de ce cylindre? Bien sûr, c'est non. Pourquoi? Parce que les charges se trouvent sur la surface de rayon grand R. Donc à l'intérieur de ce cylindre, c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a pas de charge. Donc tout de suite, Q intérieur égale à 0. Donc le champ à l'intérieur, il est nul. Pour le rayon supérieur à grand R, est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur de ce cylindre? Ici, bien sûr, il n'y a pas de charge. Ici, il n'y a pas de charge. Mais les charges se trouvent sur la partie surfacique de ce cylindre, qui est interne à la surface de Gauss et qui est l'intersection de la surface de Gauss avec le cylindre chargé. Et c'est quoi la surface de ce cylindre? C'est l'intégrale de ça. Il faut intégrer, pardon, c'est la surface de ce cylindre ici, le rayon, il est constant. Donc c'est grand R fois 2 pi h. D'accord? La surface d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur h, pardon. Donc D de S pour cette surface, là il faut faire très attention, un élément de surface d'un cylindre de rayon grand R, parce que j'intègre cette fois-ci sur un cylindre de rayon, pardon, grand R, c'est grand R fois D de θ, D de Z. Et j'intègre D de θ entre 0 et 2 pi, Z entre 0 et H, et j'obtiens ceci. Ou bien, vous connaissez par cœur la surface d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur H, et ça vous donne la charge intérieure. Donc vous faites le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0, et voilà le champ électrique. Donc vous voyez, c'est très simple, toujours indiqué par une couleur. Donc là, voilà, ici il n'y a pas de charge, ici c'est là où se trouvent les charges. Donc, sur cette surface-là, sur ce cylindre qui est chargé en surface. Et donc ça sera sigma fois la surface de ce cylindre. Et la surface de ce cylindre, c'est 2 pi grand R fois H. Faites l'égalité avec le flux et vous avez tout de suite le calcul du champ. Là, il faut faire, voilà, donc voilà Q intérieur. Donc là, il faut faire attention, D de S de ce cylindre, l'élément de surface de ce cylindre, de rayon grand R, c'est grand R fois D de θ fois D de Z. Bien, voilà une remarque très importante. Il ne faut pas toujours, c'est pas parce que Q intérieur égale à 0, j'ai déduit tout de suite que E égale à 0. Non, parce que Q intérieur égale à 0 et le flux est égal E de pi R fois H. Donc ça égale à 0. Comme bien sûr R est différent de 0, automatiquement c'est le champ qui est nul. Autrement dit, faire très attention, c'est pas, si vous avez Q intérieur égal à 0, ça n'implique pas que le champ est nul. Voilà un exemple. Prenez le cas d'un dipôle de charge, moins plus. Vous calculez le flux à travers cette surface-là en violette, quelconque. Le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il nous dit? Le flux d'un champ électrique avec cette surface fermée, prenez là une surface quelconque, fermée, est égal à la charge intérieure. Quelle est la charge intérieure à cette surface? C'est bien sûr 0, parce que moins Q plus Q égale à 0. Donc Q intérieur égale à 0. Est-ce que ça veut dire que le champ il est nul sur cette surface? Non, bien sûr le champ n'est pas nul. Vous voyez bien ici le champ il a cette direction, le champ en ce point il a cette direction, le champ en ce point il a cette direction, le champ en ce point il a cette valeur-là, il est dans cette direction. Ici, ça signifie tout simplement que le flux est nul. Le flux est nul n'implique pas que le champ est nul. Donc le flux est nul, vous voyez bien que toute ligne de champ qui sort de cette surface, elle rentre. Donc vous avez un flux conservatif. Ce flux qui sort, cette ligne de champ qui sort, elle rentre quelque part ici. Cette ligne de champ qui sort, elle rentre. Donc le flux est conservatif, ça n'implique pas que le champ est nul.
Donc le champ est nul. Si vous pouvez calculer le flux, est égal à une grandeur E fois quelque chose par exemple qui est non nul égal à 0. Dans ce cas-là, le champ est nul. Bien. Donc voilà là comment on trace E de R. À l'intérieur, il est nul. Bien sûr, à l'extérieur, il varie en 1 sur R. Et là, vous voyez qu'il y a une discontinuité du champ électrique. Et ça, c'est une propriété générale pour toute surface chargée, pour tout système chargé surfaciquement. Donc le champ, il est discontinu pour une distribution de charge surfacique. Et vous avez même une relation qu'on établit dans le cours qui est la suivante. Quel que soit le système chargé avec une distribution surfacique, vous avez toujours cette relation qui doit être vérifiée. Le champ dans le milieu 2 moins le champ dans le milieu 1, scalaire N12 est égal à sigma sur epsilon 0. Qu'est-ce que ça veut dire cette relation? Prenez par exemple le cylindre chargé en surface. Donc voilà la surface chargée. Cette surface, elle sépare deux milieux. L'intérieur que j'appelle le milieu 1, l'extérieur que j'appelle le milieu 2. Une fois que vous avez fixé lequel est le milieu 1 et lequel est le milieu 2, vous écrivez tout de suite la normale, vecteur perpendiculaire, dirigé du milieu 1 vers le milieu 2. Et il faut essayer de vérifier cette relation. Donc, cette relation, elle est valable sur l'interface. Vous avez une discontinuité à l'interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour petit r égale à grand R. Autrement dit, le champ dans le milieu 2 lorsque petit r égale à grand R, moins le champ dans le milieu 1 lorsque petit r égale à grand R, scalaire N12, je dois trouver toujours sigma sur epsilon 0. Vérifions ceci. Le champ dans le milieu 2, on vient de montrer qu'il est égal à sigma sur epsilon 0, grand R sur petit r. Donc sa valeur lorsque petit r égale à grand R, c'est sigma sur epsilon 0. Et les suivants N12. Le champ dans le milieu 1, il est nul. On a montré que le champ dans le milieu 1, il est nul. Et si vous faites E2 moins E1, ça va vous donner sigma sur epsilon 0 N12. Scalaire N12, je trouve bien sigma sur epsilon 0. Donc la relation est bien vérifiée. Maintenant, pour le calcul du potentiel, une fois que vous avez calculé le champ, le potentiel c'est toujours D de V égale à moins E scalaire D de L. Bien sûr, D de L en coordonnées cylindriques, c'est D de R suivant ER, plus R D de θ suivant Eθ, plus D de Z suivant EZ. Mais comme le champ il est suivant ER, il ne reste bien sûr que le terme E scalaire D de R. Et donc V, c'est l'intégrale de moins E D de R. Notez bien, évitez de mettre ici les bornes. Ah, parce qu'on calcule une primitive, ce qu'on a besoin sur le potentiel, on a un point M quelconque. Donc là, il faut distinguer les deux cas. Petit r inférieur à grand R, le champ est nul, donc V est égal à une constante. Donc si le champ est nul, ça veut dire D de V égale à 0, autrement dit V, c'est une constante. Et pour R supérieur à grand R, V, c'est l'intégrale sigma grand R sur epsilon 0 D de R sur R. L'intégrale D de R sur R, c'est le log de R, bien sûr, puisque R est positive, toujours plus une constante. Ensuite, le problème, c'est de déterminer les deux constantes. Donc souvent, si on a deux constantes, vous avez deux conditions. L'origine du potentiel et la continuité du potentiel à l'interface. Donc là, on n'a pas précisé l'origine du potentiel, mais si vous avez un système qui est infini, on ne prend pas le potentiel nul à l'infini, mais on le prend à une distance quelconque. Là, on va choisir, par exemple, V de R0 égale à 0, on a un point R0 supérieur à grand R. Quelque part, juste au-delà du cylindre, on va choisir l'origine du potentiel. Et ça suffit pour déterminer les constantes. Donc, il faut prendre, et puisque R est supérieur à R0, c'est cette expression qu'il faut prendre. Là, il faut faire attention, c'est celle-là qui est nulle pour R égale à R0. Donc voilà, elle est nulle pour R égale à R0. Ça me permet de déterminer la constante C2. Et puis, pour déterminer la constante C1, j'utilise la relation de continuité. Le potentiel, celui-là, doit être égal à celui-là lorsque petit r égale à grand R. Donc voilà, je remplace petit r par grand R est égal à C1 et je détermine la constante C1. Bien sûr, ce qui a un sens physique, c'est la différence de potentiel entre deux points, et la différence de potentiel entre deux points ne dépend pas de ces constantes-là. Bien, maintenant je passe au cas du cylindre chargé en volume. Et là, ça va être plus rapide. Pourquoi? Parce que tout ce qui est symétrie, invariance, calcul de flux, c'est déjà fait. C'est exactement la même chose, rien qui change. Choix de la surface, c'est le même. Le flux, c'est le même. Donc, tout de suite, vous avez la moitié de la réponse.
Symétrie invariance, choix de la surface, c'est exactement la même chose qu'on a fait pour le cylindre chargé en surface. Même chose, le flux, il est le même. Donc, jusque-là, c'est déjà fait, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Ce qui va changer maintenant, c'est la charge intérieure. Et là, vous allez suivre, attention. Toujours, comme je disais, pour la charge intérieure, essayez de l'indiquer avec une couleur avant de la calculer. Voilà, je prends les deux cas. Voilà ma surface de Gauss. Ça, c'est la surface de Gauss pour un point qui se trouve à l'intérieur du cylindre. Et voilà ma surface de Gauss pour un point M qui se trouve à l'extérieur. Supposons que je calcule le champ en ce point, qui se trouve bien sûr à une distance R. Là, j'ai besoin de calculer le champ en ce point qui se trouve à une distance R, de l'axe au Z. Voilà, je dois choisir toujours la surface qui passe par le point où je calcule le champ. Ça, c'est le critère du choix de la surface de Gauss. Quelle est la charge intérieure à ce cylindre? Essayez de l'indiquer avec une couleur. Bon, avant, bien sûr, la charge Q intérieure, ça sera ρ d de V. Donc tout de suite, c'est quoi un élément de volume aux coordonnées cylindriques? C'est R, d de R, d de θ, d de Z. Donc la charge intérieure, c'est l'intégrale ρ d de V. On traite le cas au ρ uniforme, donc c'est ρ l'intégrale d de V. Et ça, d de θ, d de Z, c'est toujours pour un cylindre entre 0 et 2π. Z entre 0 et H, parce que j'ai choisi dans les deux cas la surface, la hauteur du cylindre, c'est H, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, Q intérieur, ça sera toujours ρ de pi H, l'intégrale R d de R. C'est ce terme qui change. Et vous avez deux cas. Petit r inférieur à grand R, quel est le volume chargé? Vous voyez que, puisque c'est ce cylindre qui est chargé en volume avec une densité de charge ρ, voilà ma surface de Gauss. Quelle est la charge intérieure à cette surface? Toute la partie interne à cette surface de Gauss, elle est chargée, parce que le cylindre est chargé en volume. Donc je dois calculer la charge en jaune. Autrement dit, je dois intégrer petit r entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à petit r. Donc j'intègre et ça me donne ρ fois pi r carré fois h. Maintenant, je prends le deuxième cas. Quelle est la partie chargée interne à la surface de Gauss? Là aussi, essayez de la faire avec une couleur. Voilà, je la colore en jaune. Et je dois calculer cette fois-ci le volume en jaune. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas chargé. Là, c'est pas chargé. Donc, il y a juste cette partie qui est chargée. Autrement dit, dans ce cas, ce terme, je dois l'intégrer entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à grand R. Je dois m'arrêter à grand R. Parce qu'au-delà de grand R, il n'y a plus de charge. Voilà. Et donc, vous avez ρ fois pi r carré fois h. Vous avez le flux, vous avez la charge intérieure, donc vous avez directement le champ. Voilà pour le champ à l'intérieur, et voilà le champ pour la valeur du champ à l'extérieur. Bien. Et pour le traçage, vous voyez bien ici que c'est une constante de la forme alpha fois r, c'est une droite qui passe par l'origine, et là vous avez on 1 sur r. Et là, vous remarquez, à l'inverse des systèmes chargés en surface, toutes les distributions volumiques, le champ doit être continu. Ça veut dire le champ dans la région 1, lorsque petit r égale à grand R, doit être champ dans la région 2. Vous le vérifiez, si petit r égale à grand R, je trouve bien ρ fois r sur 2 epsilon 0. ρ fois r sur 2 epsilon 0. Donc le champ, il est continu à la surface. Bon, pour le calcul du potentiel, c'est exactement la même chose. Tout ce qui change dans ce cas-là, c'est qu'on va prendre l'origine au centre du cylindre. Parce que le centre du cylindre, dans ce cas-là, est un centre de symétrie. Bon, R égale à 0 plutôt, sur l'axe du cylindre, et non pas au centre. Donc, le potentiel, c'est toujours l'intégrale ρ d de V. L'intégrale de R d de R, c'est R carré sur 2. Donc, ça me donne R carré sur 4. Et l'intégrale d de R sur R, c'est le log de R. Donc, cette fois-ci, j'ai pris l'origine R égale à 0. Donc, c'est ce potentiel que je dois prendre. Donc, V de R égale à 0 égale à 0. Vous remplacez R par 0 et ça vous donne C1. Donc, C1 égale à 0. Donc, le potentiel se réduit à ça. Je répète, V1, vous prenez V1 de 0, c'est-à-dire lorsque R égale à 0, égale à 0. D'accord? V1 de 0 égale à 0. Bon, je passe certaines étapes, mais je pense qu'ils sont clairs. Voilà. Donc, si R égale à 0, c'est 0. Donc, je trouve 0 plus C1 égale à 0. Donc, C1 égale à 0.
Maintenant, pour V2, vous utilisez la continuité du potentiel. Donc, ce terme-là, pour petit r égale toujours, la continuité, il faut remplacer petit r par sa valeur à l'interface. Donc, moins rho r carré sur 2 epsilon 0 log de grand R plus C2 est égal à moins rho grand R au carré sur 4 epsilon 0. Et tout calcul fait vous donne la valeur de la constante. Donc, voilà le potentiel V1, voilà le potentiel V2. Et voilà la représentation graphique de V en fonction de R. Donc, vous voyez, ici, au moins R carré, c'est une parabole inversée. Et là, on a sur R, pratiquement, on a sur R. Bien, maintenant, je passe à la question un peu difficile de l'exercice. C'est retrouver l'expression du champ créé par un cylindre chargé en volume en utilisant les résultats de la question 1. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser le théorème de superposition pour calculer le champ créé par un cylindre chargé en volume à partir des résultats d'un cylindre chargé en surface. Dans ce type d'exercice, la seule difficulté, c'est comment créer un cylindre chargé en volume à partir d'éléments qui est un cylindre chargé en surface. Donc, quelle est la base? Les données, c'est on vous donne la valeur du champ créé par un cylindre chargé en surface. Il est nul à l'intérieur, est égal à sigma petit r sur grand R suivant ER à l'extérieur. Ça, c'est ces données. C'est déjà démontré. Ce qu'on vous demande, c'est à partir de ce résultat, de déduire le champ créé par un cylindre en volume sans faire le théorème de Gauss, mais par un calcul direct. C'est-à-dire prendre un élément de charge, symétrie, et utiliser le théorème de superposition. Donc, comme je disais, la seule difficulté dans ce cas, il y en a deux. La première, c'est comment créer un cylindre chargé en volume à partir des cylindres chargés en surface. Deuxième difficulté, comment trouver la relation entre sigma et rho. Donc, on va voir ça en image. Voilà, prenez un cylindre chargé en surface et voilà un cylindre chargé en volume. Comment passer de cette géométrie à celle-là? Bon, je vous donne déjà une indication avec ce anneau-là. Là, c'est le cylindre vu au-dessus. Si je regarde le cylindre vu d'en haut, je vois la partie qui est chargée, c'est un anneau. Et si je vois ce cylindre en haut, je vais voir un disque. Donc, ça revient, comment passer d'un anneau à un disque? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de superposer plusieurs cylindres chargés en surface. Celui-là, je lui ajoute celui-là, je lui ajoute celui-là, je continue à l'intérieur jusqu'à ce que je remplis tout le disque et j'obtiens un cylindre chargé en volume. Donc la superposition de plusieurs cylindres chargés en surface va me donner un cylindre chargé en volume. Très simple. Je sais le champ créé par un cylindre chargé en volume, en surface, pardon. J'utilise le théorème de superposition et je vais trouver le champ créé par un cylindre chargé en volume. Deuxième difficulté, c'est quoi la relation entre sigma et rho? Bon, je ne l'ai pas écrit. Si, voilà. Deuxième difficulté, il suffit d'écrire D2Q, qui est le modèle des deux charges, de l'écrire dans les deux cas de système chargé, pour un élément chargé en surface et pour un élément chargé en volume. Pour un cylindre chargé en surface, D2Q, c'est sigma D2S. Par contre, si je modélise le cylindre chargé en volume, il doit être ρ D2S fois D2R. D'accord? Donc D2S, l'élément de surface d'un cylindre ici, c'est de surface latérale, c'est D2Z fois DR D2θ. D'accord? Et chargé en surface. D'accord? Donc sigma, donc ρ D2S fois D2R. Donc voilà. Donc celui-là qui est chargé en surface, sa surface c'est ρ D2Z fois D2R, pardon, c'est R D2θ qui est cet élément de surface multiplié par D2Z. Pour j'augmente et cet élément-là, c'est D2R. Donc voilà, cet élément c'est D2R. À chaque fois, autrement dit, ce D2V c'est D2S fois D2R. Et par conséquent, vous voyez bien que sigma c'est égal à ρ fois D2R. Bon, j'appelle cette variable-là R'. Les cylindres que je superpose, je vais calculer, noter leur rayon R'. Pourquoi? Pour ne pas confondre petit r là où je vais calculer le champ avec
R' qui est le rayon de cylindre. D'accord? Donc là, je l'appelle D de R'. Voilà, deuxième difficulté. Donc voilà, je répète, pour passer d'un cylindre chargé en volume à partir d'un cylindre chargé en surface, il suffit de superposer plusieurs cylindres de rayon R' et de faire varier R' entre 0 jusqu'à grand R. Deuxième étape, c'est quoi la relation entre sigma et ρ? Il suffit d'écrire l'élément de charge dans les deux cas. Donc, dans le cas de système chargé en surface, sigma D de S. Et pour un cylindre chargé en surface, D de S, c'est D de Z fois RD de θ. Et pour un cylindre chargé en volume, c'est ρ fois le même élément de surface, mais il faut ajouter D de R'. Donc sigma, c'est ρ, D de R'. Après, je prends cette fois-ci un seul cylindre chargé en surface de rayon R' d'épaisseur D de R'. Je sais le champ créé par ce cylindre. Lorsque le rayon est inférieur à R', vous voyez pourquoi j'ai R', parce que j'ai besoin de travailler avec petit r. Si petit r est inférieur à R', je sais que le champ est nul. Si petit r est supérieur à R', on vient de montrer que le champ est égal à sigma fois R'. C'est là où je calcule le champ. Si le rayon du cylindre chargé, pardon, faites très attention ici, divisé par epsilon 0 fois R. Donc R, c'est le point où je calcule le champ. Donc soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc ça c'est R. On vient de montrer que le champ à l'extérieur c'est sigma fois le rayon du cylindre chargé qui est R' divisé par epsilon 0 fois R. Maintenant, c'est ça mon élément de charge D de Q. Mon élément de charge D de Q cette fois-ci c'est un cylindre de rayon R' et d'épaisseur D de R'. Après j'utilise le théorème de superposition. Et avant cela, il faut faire la symétrie. Par symétrie, nous avons vu que l'axe de symétrie c'est ER. Donc la composante utile, c'est la projection de D de E suivant ER, donc c'est elle-même. Donc là, je peux faire tout de suite la somme de D de E. Donc j'ai deux cas à distinguer, et là il faut faire très attention. Si le rayon se trouve à l'extérieur, le point se trouve à l'extérieur du cylindre, le point il est là. Tous les cylindres de rayon R' créent un champ en ce point. Et tous les cylindres créent un champ qui est suivant ER. Parce que le point se trouve à l'extérieur de tous les cylindres. Donc je fais juste l'intégrale, ce théorème de superposition. Voilà le champ créé par un seul cylindre. Donc j'intègre entre 0 et grand R. Et on trouve exactement le champ qu'on a trouvé par le théorème de Gauss. Là où ça se complique un petit peu encore davantage, lorsque le rayon se trouve à l'intérieur, le point se trouve à l'intérieur du cylindre. Là il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour un cylindre chargé en surface, le champ à l'intérieur est nul. Ça veut dire quand le point se trouve ici, à cette distance R là, tous les cylindres dont le rayon est inférieur à R, est supérieur à R, pardon, ce cylindre-là va créer un champ nul en ce point. Celui-là va créer un champ nul en ce point. Parce que le champ à l'intérieur d'un cylindre, il est nul. Autrement dit, uniquement les cylindres dont le rayon est compris entre 0 et R vont créer un champ en ce point. Et qu'est-ce qui va changer ici? C'est juste les bornes d'intégration. Il faut intégrer entre 0 et R, et non pas entre 0 et grand R. Je répète pourquoi. Parce que pour un cylindre chargé en surface, le champ à l'intérieur est nul. Donc ce cylindre-là, par exemple, va créer un champ nul en ce point. Parce que ce point M se trouve à l'intérieur de ce cylindre. La même que celui-là. Donc jusqu'au cylindre qui se trouve à la distance R. Et donc, vous faites l'intégration et vous trouvez exactement le champ qu'on a calculé par la fameuse théorème de Gauss. Bien, je passe à notre exercice classique. Là aussi, c'est l'espace compris, cette fois-ci, entre deux cylindres chargés. Voilà, je l'ai rempli ici. Là aussi, j'ai remplacé le schéma vide dessus. Donc, les deux cylindres de rayon A et B. Donc, ça, A et B ici. Et B, et j'ai besoin de calculer le champ. On a un point à l'extérieur, on a un point entre les deux et on a un point à l'intérieur. Bon, le flux, bien sûr, vous avez la même symétrie, même invariance, donc c'est toujours le flux E de pi R fois H. Tout de suite, un premier cas, si petit r est inférieur à A, c'est comme la charge intérieure elle est nulle, donc le champ il est nul. Donc ça, c'est un cas que je ne vais pas traiter, parce qu'il est très simple. Si R est inférieur à A, je prends un cylindre de rayon inférieur à A,
le champ à la charge intérieure il est nul, donc le champ il est nul. Donc on va traiter les deux cas, R supérieur à B et R compris entre A et B. Seule difficulté, c'est la charge intérieure. Comme d'habitude, il faut toujours essayer de tracer la charge intérieure. Donc voilà mes surfaces de Gauss. C'est toujours un cylindre de rayon petit r qui passe par le point où je calcule le champ. Donc j'ai besoin de calculer le champ en ce point. J'ai besoin de calculer le champ cette fois-ci entre A et B. Donc je prends un cylindre de rayon R supérieur à B, un cylindre de rayon R entre A et B. Quelle est la charge intérieure à ce cylindre? Il faut la tracer, toujours. Vous voyez, toute la partie qui est chargée se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc je dois calculer cette charge-là. Cette charge, c'est quoi? Et pour le deuxième cas, c'est uniquement cette partie en jaune qui est chargée. Parce que c'est uniquement cette partie-là qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Cette partie, elle est chargée, mais elle se trouve à l'extérieur de la surface de Gauss. C'est uniquement cette partie. Donc, c'est uniquement les bornes d'intégration Q intérieure. Nous avons déjà montré que ρ de pi h, l'intégrale R d de R. Donc, dans ce cas-là, R, vous voyez bien qu'il varie entre A et B. Entre A et B, la partie chargée. C'est uniquement les bornes de petit r qui vont changer. Et dans ce cas-là, petit r varie entre A et petit r. Voilà ce qui change. Donc, et vous déterminez la charge intérieure dans ce cas-là. Vous déterminez la charge intérieure dans ce cas-là. Bien sûr, ça sera B carré moins A carré dans ce cas-là. Ici, ça sera R carré moins A carré. Dans les deux cas, c'est égal à E. Q intérieur sur epsilon 0 est égal à ça. Et vous allez déterminer le champ dans les deux cas. Donc, je pense que c'est clair pour la suite. Donc, je passe cette fois-ci à un autre exercice un peu compliqué. Bon, d'abord, le champ créé par un fil infini, ça c'est très classique, je pense que tout le monde le sait. Après, on va utiliser le résultat du champ créé par un plan infini pour calculer le champ créé par un ruban. Un ruban, c'est une partie qui est infinie suivant y, mais qui est finie suivant x, compris entre moins de d sur 2 et d sur 2. Voilà. Bon, symétrie, invariance, c'est la même chose pour le fil infini. Hein. Fil infini ou cylindre, c'est exactement la même chose. Le flux, c'est la même chose. Hein. Tout ce qu'il faut reste, c'est de calculer le champ à l'intérieur. Donc, je vais calculer le champ en ce point pour un fil infini. Je prends un cylindre de rayon petit r. Voilà mon fil infini. Ce qui m'intéresse, c'est la charge intérieure à ce cylindre. Je vais la colorer, donc c'est la partie rouge. J'ai une distribution linéaire. L'intégrale, c'est lambda d de z. Bien sûr, z varie entre quoi et quoi? Entre 0 et h. Donc, Q intérieur égale à lambda h. Et je calcule tout de suite. Le flux, c'est E de pi r fois h. C'est la même chose pour une symétrie cylindrique. Même calcul. Donc, le champ, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0 fois r. Donc, voilà le champ créé par un cylindre, un fil infini. Bien sûr. Maintenant, je passe au ruban. Bien. Donc, ça, je pense que tout le monde le sait. C'est très classique. Le champ, il varie. Vous voyez, il varie au 1 sur R. Si vous voulez tracer, c'est quelque chose. Moi, je ne l'ai pas tracé, mais on peut le faire tout de suite. Le champ, ça varie au 1 sur R. Bien. Bon, le potentiel, bien sûr, là aussi, D de V, c'est ça. Ça vaut dans le log de R plus une constante qu'on détermine par la relation de continuité. Donc là, c'est très classique. Maintenant, je passe au ruban. Un ruban, comme je disais, c'est un système qui est infini. Hein, ça, c'est infini sur l'axe des Y. Mais qui est fini sur l'axe des x. Il varie entre moins d sur 2, moins d sur 2, jusqu'à d sur 2. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le cylindre. Deux questions à répondre. Première, comment passer d'un fil infini à un ruban? Deuxième question, quelle est la relation entre lambda, densité de charge d'un fil, et sigma, densité de charge d'un ruban. Voilà les deux questions. Après, bien sûr, il faut utiliser la symétrie et les méthodes classiques pour le calcul d'un champ électrique par la méthode directe. Bien. Bien sûr, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le théorème de Gauss par un ruban parce que le champ ici n'a pas de symétrie en un point quelconque du plan. Ah, c'est uniquement sur l'axe OZ que le champ a une symétrie. Autrement dit, si vous prenez un point M ici, le champ va être dans le plan. Il va avoir une composante suivant X, une composante suivant Z. Et c'est très difficile de trouver
une surface qui permet de calculer le flux de champ électrique. Donc dans ce cas-là, on vous demande juste de calculer le champ sur l'axe OZ, sur l'axe de symétrie du ruban. Bien. Première question donc, comment passer d'un fil infini à un ruban? C'est simple. Vous voyez, si je peux subdiviser ce ruban en plusieurs fils infinis d'épaisseur d de x. Et si je prends ce fil, je lui ajoute un deuxième fil, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite, je peux obtenir le ruban. Je superpose plusieurs fils infinis d'épaisseur d de x, je vais obtenir un ruban. Donc mon élément de charge, ça sera un fil infini d'épaisseur d de x. Or, je sais ce que c'est que le champ créé par un fil infini. Donc voilà mon élément de charge. Donc ce fil va créer un champ électrique en ce point qui est donné par d de E qui est égal, qui est égal à quoi? Donc d de E qui est égal à lambda sur 2 pi r epsilon 0 suivant ER. Bien sûr, R c'est la distance entre le fil et le point où je calcule le champ, et ER c'est le vecteur ER classique de coordonnées cylindriques. Donc c'est le vecteur qui est dirigé vers le point où je calcule le champ. Maintenant, par symétrie, vous voyez bien que pour le ruban, vous avez deux plans de symétrie, le plan MX, MZ, et vous avez le plan MY, MZ. Donc ça, ce plan-là, il coupe le ruban en deux parties symétriques, et ce plan-là, il coupe le ruban en deux parties symétriques. Cette partie est symétrique de l'autre. Donc par symétrie, le champ va être suivant Z. Donc la composante utile, c'est la projection de ce champ suivant OZ. Faites très attention ici, il ne faut pas faire l'intégrale tout de suite. Parce que par symétrie, le champ n'est pas suivant ER. Donc, deuxième étape, c'est quoi la relation entre sigma et lambda? Donc tout de suite, là aussi, il faut écrire d de Q de deux manières. Donc soit lambda d de Y, lambda d de Y, vous voyez bien que le fil est suivant l'axe des Y, donc cet élément de longueur, c'est d de Y, et pour le plan, c'est d de X, d de Y. Donc, j'obtiens tout de suite lambda, c'est sigma d de X. Donc, je remplace ici lambda par sigma d de X. Donc, la composante utile, c'est la projection de E suivant l'axe Z, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0 cosinus θ. Je remplace lambda par sa valeur, c'est sigma d de Y. Bien sûr, il faut tout exprimer maintenant en fonction d'une seule variable. Vous avez R, il dépend de θ, il dépend de Y. Je reviens ici, cosinus θ, voilà l'angle θ. Vous voyez bien, cosinus θ est égal à Z. Donc Z, c'est une constante. Je calcule le champ en ce point. Donc cosinus θ égale à Z sur R. Et vous avez R, c'est Z carré plus X carré. Donc je vais déterminer tout en fonction de X. En fonction de Y, pardon, donc je répète, en fonction de Y, donc X, en fonction de Y, voilà. Donc j'ai cosinus θ est égal, donc j'ai remplacé cosinus θ par Z sur R, donc je répète, cosinus θ c'est Z sur R, voilà, et vous avez R est égal à Z carré plus X carré. Z carré plus X carré. Il y a un petit problème, je vais vérifier. Bien sûr, vous voyez ici, il y a une erreur. Donc, sigma, c'est pas, lambda, c'est pas sigma d de Y, c'est sigma d de X. Donc, ça, c'est X. Et bien sûr, vous voyez sur le schéma, c'est clair. Alors, c'est juste une erreur, j'ai pas noté correctement la solution. Vous voyez bien que R carré, c'est Z carré plus X carré. Donc là, c'est plus X carré. Voilà, plus X carré. Donc, ça, c'est X carré. Et là, vous avez d de X. Donc, j'ai tout exprimé en fonction de X. Et là, c'est une intégrale qui vous rappelle quelque chose. Elle est très proche de 1 sur 1 plus x carré. Donc, pour faire apparaître cette intégrale, je vais factoriser ici, je simplifie par z. Il va vous rester d de x sur z qui est d de x sur z. Là, je factorise par z carré. Et je pose t égale à x sur z. Donc, c'est x sur z. Et bien sûr, x varie entre moins d sur 2 jusqu'à sur d sur 2. Et donc, t varie entre moins d sur z jusqu'à moins a sur z jusqu'à a sur z. Et l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré, c'est arc tangente t. Et vous avez l'expression du champ électrique. Bon, peu importe le calcul mathématique, ce qui est très important, c'est la procédure. Donc, je répète la procédure parce que c'est un peu compliqué.
Voilà, vous avez un ruban, vous voulez déterminer le champ en utilisant les résultats d'un fil infini. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, deux questions. Comment déterminer, comment créer un ruban à partir d'un plan infini si en superposant plusieurs plans, plusieurs fils infinis. Deuxième question, quelle est la relation entre sigma et lambda si en écrivant des DQ de deux manières. Vous connaissez le champ créé par un fil infini, maintenant utilisez la symétrie. Vous voyez que l'axe OZ est un axe de symétrie, donc D de E va être suivant EZ. Donc la seule composante non nulle, c'est D de EZ. Après, il faut tout exprimer en fonction d'une seule variable. Et ça, on a vu cette méthode-là dans la vidéo numéro 1. Bien, dernier exercice, c'est calcul de champ créé par un cylindre chargé cette fois-ci avec une densité de charge non uniforme. Et là, je vous montre juste ce qui change. Bien sûr, tout ce qui est flux, ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est la charge intérieure. Donc, vous avez deux cas, R supérieur à grand R. Toujours la charge intérieure, voilà l'étape très importante qui change. Là, d'habitude, on écrit toujours Q intérieur, c'est ρ l'intégrale des 2V. Faites très attention, ρ n'est pas constante. Vous n'avez plus le droit de la sortir de l'intégrale. C'est ça l'erreur classique que vous faites. Donc Q intérieur, je dois laisser ρ à l'intérieur parce que ρ, c'est une fonction de R. Le reste, c'est exactement la même chose. J'ai juste des problèmes d'intégration. Voilà la charge intérieure, j'intègre entre 0 et grand et petit r. J'ai déjà expliqué ceci. Et pour l'autre, il faut intégrer entre 0 et grand R. Donc la seule difficulté dans le cas où une densité de charge non uniforme, vous n'avez pas le droit de sortir ρ de l'intégrale. Il faut la laisser remplacer par sa valeur. Le reste, c'est exactement la même chose. Bien. Donc voilà, les champs, on les a calculés. Voilà tout ce qui concerne le problème de symétrie cylindrique. On a traité les symétries plans, pratiquement tous les cas classiques et même avec des cas un peu compliqués. Et il nous reste bien sûr le troisième cas, c'est la symétrie sphérique. Ce sera l'objet de la troisième partie de corriger de cette série. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Si vous avez des commentaires, bien sûr, positifs ou négatifs, ils sont les bienvenus. À très bientôt pour une autre contribution.